Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, programme FECODE Réunifed. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la relation entre métacompétences et compétences. Le point de départ est la référence aux métacompétences développement durable et responsabilité sociétale établies en 2015 au niveau de la conférence des présidents d'université et de la conférence des grandes écoles. Sont envisagées des métacompétences systémiques, au sens où en fait on va envisager la complexité qui peut nous amener même à problématiser ou reproblématiser. On envisagera aussi l'aspect prospectif. L'avenir ne peut plus être envisagé comme la simple projection de l'actuel, il doit intégrer l'incertitude, il doit intégrer l'imprévisible. De ce fait, nous aurons automatiquement des scénarios prospectifs en rupture par rapport aux conditions nouvelles. La métacompétence en termes de changement acte le fait que de toute façon, des changements devront être apportés. Ça nécessite effectivement d'identifier la nature de ces changements, subis ou choisis, perceptibles ou non, réversibles ou non. Ça pose la question de la nature de ces changements. S'agit-il d'amélioration? S'agit-il d'atténuation? S'agit-il d'adaptation? Ou s'agit-il de véritable transformation? Vous verrez les conséquences de ces choix sur l'éducation. Ces changements sont-ils individuels ou collectifs? En fait, ils sont ni individuels ou collectifs, ils sont les deux à la fois. Certaines choses relèvent de l'articulation entre les deux. Juste un exemple, nous sommes en train de passer d'un monde de compétition à un monde de collaboration. Et effectivement, ces ruptures-là doivent être intégrées. C'est là où on voit que ces différentes métacompétences interagissent les unes avec les autres. Quand on voit le monde de façon systémique, cela modifie automatiquement la vision prospective qu'on a. Quand on envisage le monde de façon prospective avec ses incertitudes, on ne peut plus envisager les changements de la même façon, qu'ils soient individuels ou collectifs. De ce fait, on va parler de métacompétences au sens où chacune de ces métacompétences va modifier la vision donnée par les autres métacompétences. Tout ceci aboutit à la question de l'exercice de la responsabilité et de l'éthique, individuelle ou collective. Nous intégrons à chaque fois les dimensions précédentes. Des garde-fous éthiques, mais l'exercice de la responsabilité. Ces métacompétences ont été converties en 33 compétences. Il s'agit donc, sur ce grand schéma, de s'apercevoir que la métacompétence changement peut être décomposée en plusieurs compétences. Il s'agit donc à la fois d'une métacompétence qui modifie les autres, mais d'une macrocompétence qui est elle-même constituée de plusieurs compétences. Nous avons respecté les couleurs conventionnelles, vision systémique en jaune, vision prospective en vert, vision changement en violet, vision en rouge, changement individuel et collectif, éthique et responsabilité, mais vous allez voir qu'un certain nombre de ces compétences sont à la fois dans un domaine et à la fois dans un autre domaine. Il est difficile de les rattacher, soit à la systémique, soit à la prospective, pour prendre cet exemple. Si je m'intéresse maintenant à l'articulation entre ces différentes compétences, j'aurai des compétences centrales, transversales, de base, qui permettent d'ailleurs fondamentalement d'informer et de sensibiliser, telles que la pensée créative, telles que l'esprit critique, savoir mobiliser des ressources individuelles et collectives, et pas uniquement se tourner vers soi-même, identifier la nature des changements, identifier les discours, les représentations. Tout ceci est dans cet îlot central des compétences transversales de base.
Sans ces compétences, il est pratiquement impossible de construire les autres compétences qui sont dans le deuxième cercle, c'est-à-dire des compétences transversales transformatives en lien avec le statut de métacompétence. Chacune de ces compétences va transformer l'état du savoir. Si je commence par un petit détour par la vision systémique, avoir une vision systémique, c'est bien sûr avoir des bases de créativité et d'esprit critique, mais c'est aussi avoir une vision holistique, être capable de mettre en œuvre une pensée complexe de façon à pouvoir problématiser. Sans cet ensemble de compétences, il sera très difficile, bien souvent, de pouvoir envisager des visions prospectives. Si je suis en vision prospective, je vais prendre en plus en compte des phénomènes spatiaux, des phénomènes temporels à différentes échelles, prendre en compte, ou plutôt mettre en perspective ces phénomènes, et savoir construire des scénarios résilients. En termes de changement maintenant, la métacompétence violette en termes de changement, quand on sort de la zone centrale avec l'identité des changements, on va devoir derrière savoir conduire des changements, identifier les freins et les leviers de ces changements, savoir utiliser ces freins et ces leviers pour construire des stratégies de changement. Et effectivement, changer va nécessiter d'avoir affaire à ces trois compétences. Si je vais maintenant regarder le qui change et comment on change, je vais aller sur les changements individuels et collectifs avec tout d'abord une distinction entre l'organisation d'un pilotage collectif, le développement de nouvelles formes d'intelligence, l'intégration des valeurs dans le projet, la mise en œuvre d'une dynamique créative, la prise en compte des émotions, le savoir communiquer de façon socialement adaptée, l'organisation de processus de décision éclairés, sans oublier de mettre en œuvre les compétences pédagogiques adaptées aux changements souhaités. Maintenant, il faut se poser la question de la finalité. Tout ça pourquoi? Tout ça pour exercer notre responsabilité. Mais pour cela, outre le point de départ central de la connaissance des discours et des représentations, il est indispensable de connaître à minima, à différents niveaux, les outils juridiques les lois dont on dispose. C'est aussi de mettre en œuvre les différentes éthiques de l'engagement. C'est aussi de maîtriser les différents types de responsabilités dans leurs différents registres et d'exercer sa responsabilité de là où on est avec les moyens que l'on a. Dans un cercle extérieur, nous reprenons ces compétences en allant jusqu'à leur finalité. Est-ce que lorsque je développe des compétences systémiques, je suis forcément en train de former aux questions de développement durable? Non. Je peux très bien former sur le plan technique sans aller jusqu'à de la formation ou de l'éducation au développement durable. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la zone centrale bleue, c'est de la formation, c'est de l'éducation. C'est parfois de l'éducation de nature faible, mais le cercle extérieur correspond aux véritables finalités, avec des attracteurs de sens, des valeurs. Nous sommes sur des éducations A, avec le glissement d'éducation A faible à forte. Si nous faisons de la systémique, c'est bien pour atteindre un niveau d'articulation des cultures scientifiques et humanistes, mais en affichant la finalité pour contribuer au bien commun. Si nous développons une vision prospective, c'est pour créer des futurs meilleurs. Si nous faisons des choix éthiques éclairés en termes de changement, c'est effectivement pour transformer le monde. Si nous prenons en compte les biais cognitifs pour lutter contre la désinformation, c'est effectivement parce que c'est un obstacle et que nous devons renverser cet obstacle. Enfin, c'est exercer notre responsabilité pour permettre les transformations sociétales. Nous devons donc retenir de ce schéma d'ensemble que nous avons des compétences centrales, basiques, sans lesquelles nous ne pouvons rien construire. Des compétences qui sont dans un deuxième cercle, former, éduquer,
voire aller jusqu'à l'éducation A, qui nous permettent d'atteindre un troisième cercle, celui des compétences véritablement réflexives avec des attracteurs de sens, des attracteurs de valeurs, qui nous amènent à des éducations A plutôt fortes. De quels outils dispose-t-on pour analyser ces différentes compétences? Je vais commencer par les compétences systémiques. Évidemment, les compétences systémiques sont en interaction avec d'autres compétences, en l'occurrence ici, les visions prospectives. Il est donc très arbitraire, très théorique de ne prendre que ce type de compétences. Ceci doit être considéré comme un outil, dont vous avez les références à la fin de la vidéo, un outil qui vous permet de faire comme un pense-bête. Si on doit se poser les questions en termes de systémique, c'est est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'on n'a pas une vision trop réductionniste, trop simpliste? Est-ce qu'on a bien posé les bons problèmes dans leur globalité, dans leur complexité? Est-ce qu'on est resté dans du dualisme ou est-ce qu'on est dans une vision dialogique? Oui mais, non car. Est-ce qu'on a bien envisagé que les phénomènes ne sont que très rarement linéaires, ils sont bien plus souvent circulaires et sont même récursifs? Avons-nous réussi à faire preuve d'esprit critique, de penser autrement, sans tomber dans les pièges des biais cognitifs, des fake news? Alors là, vous voyez qu'effectivement, nous sommes dans le jaune, nous sommes dans la systémique, mais nous faisons automatiquement le lien avec les changements. Et que ceci est totalement connecté à d'autres métacompétences. Avons-nous identifié les différences entre les différents types de savoirs, de croyances, de discours, d'arguments? Là, vous voyez que nous sommes typiquement en train de faire la relation entre les compétences systémiques et les compétences en termes de responsabilité. Il est donc normal qu'au bout d'un moment, vous ne sachiez plus exactement si vous êtes en systémique ou si vous êtes en responsabilité ou si vous êtes en changement. C'est quelque chose de parfaitement cohérent en raison de l'interconnexion de l'ensemble de ces compétences. Pour terminer, le sujet vous a-t-il rendu plus curieux, plus autonome sur le sujet proposé? Est-ce que ça nous a permis de croiser différentes cultures scientifiques, écologiques, numériques? Oui, nous sommes dépendants des contenus. Intéressons-nous maintenant à la question des métacompétences prospectives. La métacompétence prospective permet, tout comme la compétence systémique, d'ouvrir les questionnements et de poser, dans la mesure du possible, des questions de plus en plus élaborées. En termes prospectifs, nous devons intégrer les échelles de temps, à l'échelle locale, régionale, nationale, internationale, des échelles d'espace, des échelles de temps, avec à l'ordre de demain, après-demain, la génération d'après, ou dans 50 ans ou 100 ans. Et effectivement, nous allons devoir intégrer ces différentes échelles, ce qui n'est évidemment pas possible en fonction de l'âge des enfants ou de la nature du public que l'on a en face de nous. Tout ceci est bien sûr à adapter à l'âge et aux compétences que l'on veut inculquer aux personnes. Par contre, nous devons totalement faire la différence entre une vue perspective, projection, et une vue prospective. Nous n'entrons en prospective que lorsque nous avons intégré l'incertitude. Et effectivement, c'est une vraie rupture en termes éducatifs. Nous devons effectivement avoir des scénarios alternatifs et des scénarios avec des solutions adaptées en fonction. Et là, nous allons retomber sur la question des éducations faibles et fortes. Nous allons devoir repenser certains aspects de notre projet. Impossible de ne pas envisager la résilience. Juste un mot pour qu'on soit d'accord sur le terme de résilience. Distinguer résistance de résilience. La résistance, c'est je fais obstacle à. La résilience, c'est j'encaisse le choc, je me transforme et je renais après la transformation sous une forme qui peut être différente, totalement ou partiellement différente. La résilience, aux différentes échelles, individuelles, c'est aussi la question de la prise en compte de l'empathie, du care, de l'estime de soi, de l'auto-efficacité. Et puis,
on doit prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ce projet va nous faire évoluer dans notre façon d'appréhender les risques qui nous entourent? Est-ce que ça va nous permettre de développer la créativité? Vous voyez que nous avons ici un retour sur la zone centrale. Nous sommes en prospective, mais effectivement, nous allons redévelopper aussi bien l'esprit critique que la pensée créative. En termes de changement, bien sûr, ce que nous visons, ce sont ces compétences en termes de changement. On va s'intéresser à la largeur des changements, on va s'intéresser à l'étendue de ces changements, au type de changement, subi, choisi, etc. On va se poser la question de sommes-nous dans l'amélioration d'une situation initiale, dans l'atténuation des effets négatifs, dans l'adaptation, dans les transformations, c'est-à-dire la nature des changements. Est-ce que nous avons passé suffisamment de temps à analyser les valeurs idéologiques qui sous-tendent ces changements? Est-ce que nous avons bien pris le temps d'analyser toutes les conséquences de nos propositions? Avons-nous pris en compte les freins et les leviers? Avons-nous porté un regard suffisamment critique, proactif? Et est-ce que le projet que l'on propose permet véritablement aux gens de s'engager? Lien avec les questions en termes d'éthique, de s'engager, de participer, de s'orienter dans une direction. Le projet permet-il réellement de changer les choses? Comme pour toutes les autres métacompétences, tout ceci est redéveloppé dans le guide et fera d'ailleurs l'objet de capsules vidéo spécifiques de chacune des 5 métacompétences. En termes d'exercice du changement individuel et collectif, on va distinguer des changements à l'échelle du groupe, du fonctionnement du groupe. Est-ce que le projet vous a permis de partager, de prendre en compte les connaissances de l'ensemble des personnes du groupe, ou est-ce que c'est juste la lubie de l'une des personnes du groupe? Est-ce que ça vous permet d'articuler les différentes compétences personnelles des participants, collectives, à l'échelle du groupe ou de l'endroit où on se situe? Avez-vous pu prendre en compte les représentations, les arguments, les valeurs? Et est-ce qu'il y a consensus? Ou ce n'est pas d'ailleurs grave qu'il n'y ait pas consensus. L'important, c'est que s'il y a un dissensus, il soit explicité. Avez-vous pu mettre en œuvre des processus d'évaluation, de réajustement? L'organisation du travail vous a-t-elle permis d'apporter quelque chose? Ça ne sert à rien de travailler en groupe s'il n'y a pas de plus-value collective. Si maintenant nous nous polarisons non plus sur le fonctionnement du groupe, mais sur les objectifs du projet, a-t-on pu prendre en compte empathie? Vous voyez que ça recoupe automatiquement les compétences en termes de changement, nous sommes bien d'accord. Il y a automatiquement des relations, évidemment, entre les questions de changement et les questions de changement individuel et collectif. Avez-vous pu intégrer un certain nombre de principes? Solidarité, subsidiarité, pouvoir d'action. La subsidiarité, juste pour prendre cet exemple-là, c'est juste le fait de conférer le pouvoir au plus près de l'action. Et effectivement, c'est vrai que ce n'est pas évident. A priori. Vous êtes-vous fixé comme objectif que les gens qui suivent votre projet passent d'un monde de compétition à un monde de coordination, voire un monde de collaboration? Nous ferons toutes ces distinctions dans les vidéos sur les questions de changement individuel et collectif. La question des synergies entre les individus, la question des hard skills, des soft skills, des compétences émotionnelles, des compétences personnelles. Est-ce que votre projet est conforme à vos valeurs personnelles? Partagez-vous cette vision du monde? Car si on fait un projet et qu'on n'est pas d'accord sur les valeurs, effectivement, on aura un problème à un moment. Pensez-vous que votre projet permette de mettre en synergie toute la richesse des personnes, toutes les formes d'intelligence des participants? Et n'oublions pas, si vous faites un projet, il faut aussi que vous y preniez du plaisir. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de générer de l'anxiété. Donc les sujets dont nous traitons sont graves, mais on n'a pas besoin d'en rajouter sur le côté anxiogène. Par contre, ça nous amènera à avoir des stratégies éducatives différentes. Que nous propose ce projet? Est-ce qu'on est uniquement dans l'information, dans la sensibilisation, dans la formation, dans l'enseignement, dans l'éducation?
Est-ce que c'est la même chose? Là, je vous propose de vous reporter aux capsules vidéo tournées sur les questions de enseigner, former, sensibiliser, faire de la médiation, etc. L'approche proposée croise-t-elle les disciplines, les sciences, toutes les formes de sciences expérimentales et humaines? Pour terminer, la dernière métacompétence, en termes de responsabilité et d'éthique, si les deux dernières compétences ici, nous étions en train de nous poser la question du comment on fait. Là, nous nous posons la question du pourquoi on le fait, en termes de causalité ou en termes de finalité. Est-ce que dans notre projet, nous avons quand même établi quelques bases sur les lois, les normes, les règles? Est-ce qu'on s'est renseigné sur les outils juridiques, financiers, voire politiques? Alors bien sûr, ça va dépendre totalement du public, de l'âge, de la nature du public. Et en fait, ces compétences qui sont ici développées sont à développer en fonction du temps, en fonction de l'âge. Ceci est un pense-bête quasi exhaustif. Si vous arrivez à faire tout ça au plus haut niveau, c'est que vous êtes des champions. Maintenant, avez-vous permis aux personnes de prendre un recul? C'est la réflexivité. Y a-t-il cohérence dans vos propositions? Est-ce que vous avez aussi été transparent sur votre façon de rendre compte? En gros, est-ce que vous avez avancé masqué avec vos propres objectifs pour les dévoiler aux gens? Ou est-ce que d'emblée, vous les avez posés sur la table et qu'il n'y a pas de problème d'éthique vis-à-vis du public? La question de l'équité, à bien distinguer l'équité de l'égalité. Faire percevoir aux participants de votre projet qu'il existe différentes formes d'éthique, sans diaboliser certaines formes d'éthique. Nous sommes déjà un tout petit peu venus là-dessus dans la question des représentations sociales. Et donc, effectivement, nous devons à la fois exercer notre responsabilité de là où on est avec les moyens qu'on a, mais en ne perdant pas de vue ces garde-fous éthiques. Avez-vous souhaité, voulu, partager, discuter des valeurs, par exemple celles des biens communs, celles de certaines compétences humanistes, tout en gardant notre esprit critique? Ce projet permet-il d'éduquer à la responsabilité? Peut-on éduquer à la responsabilité? Comment éduquer à la responsabilité? Effectivement, ce sont des vidéos que vous trouverez dans les vidéos détaillées sur les éducations A. Quels aspects éthiques pourrait-il viser? De quelles éthiques parle-t-on? Quelle est l'éthique qui nous a conduits à juste réfléchir ou nous engager? Doit-on réfléchir avant d'agir ou doit-on agir puis réfléchir? Voilà un ensemble de questions qui vous permettent de vous guider là-dessus, mais de toute façon, vous avez tout cela mieux détaillé, à la fois dans le guide et aussi dans les capsules, qui nous permettent de prendre du recul sur tout cet ensemble. Maintenant, si je m'intéresse à cela, le but, ce n'est pas forcément de séparer ces compétences, c'est plutôt de s'établir un parcours. Mettons que je parte de cela et que j'ai formé sur l'ensemble de ces compétences. Je vais proposer un parcours qui va éventuellement aller à la vision holistique, de la vision holistique à la pensée complexe, et puis je vais aller pêcher les compétences en termes de spatial et en termes temporels, ce qui me permettra de problématiser et éventuellement de faire un retour sur la mise en perspective de ces phénomènes. Mais une fois que j'ai ces problèmes, ça me permettra, je suis désolé, ça va être le bazar, de savoir de quel changement je veux parler, d'identifier les freins et les leviers, de savoir les utiliser, de façon ultérieurement à choisir de façon éclairée les changements. Et en fait, par rapport à cela, nous allons nous faire un parcours. Chacun d'entre nous se fera son propre parcours. Il s'agit là encore d'un parcours qui nous indique les compétences par lesquelles nous pouvons passer. Pas nous devons, mais nous pouvons passer. Si par contre on s'aperçoit qu'un registre de métacompétences est particulièrement absent, ça veut dire qu'on prend des risques. Si on a bien développé la question systémique et prospective, on sait ce qu'on va faire, de quoi on veut parler. Si on a bien développé les métacompétences en termes de changement
individuel et collectif, on sait comment on va faire. Et si on a bien développé les compétences en termes de responsabilité, on saura ce que l'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Si nous revenons là-dessus, maintenant, on distingue bien métacompétences de macro-compétences. On parle de métacompétences, car, vous l'avez vu, n'importe quelle métacompétence modifie l'exercice des autres compétences. Mais c'est aussi des macro-compétences, car la métacompétence systémique est elle-même constituée de plusieurs compétences. Idem pour les compétences prospectives et toutes les autres. Ce sont donc à la fois des métacompétences transformatives et des macro-compétences intégratives avec différentes compétences. Ces 5 métacompétences sont indissociables. Il serait ridicule de dire « Ah ben, telle année, je vais développer la systémique et la prospective, et l'année prochaine, je développerai tel et tels aspects. » Non, ça n'a pas de sens, puisque fondamentalement, si vous développez des aspects systémiques et prospectifs, c'est aussi parce que vous êtes mis d'accord sur un certain nombre d'orientations et de valeurs. Il est donc impossible de faire de la dissociation. Par ailleurs, et je reviens sur le cercle extérieur, si on est en train de former et d'éduquer, c'est effectivement pour qu'il y ait de réels changements et des changements que l'on estime aller dans un sens positif, à l'échelle locale, à l'échelle globale. Et donc, ces compétences sont centrées sur l'action. Connexion entre toutes les compétences, on est d'accord. Parcours compétences, chacun d'entre nous se fait son propre parcours compétences en construisant petit à petit son ensemble. Si nous avons construit quelque chose qui n'a pas assez de compétences, ça donnera un édifice qui sera quelque peu fragile ou qui peut dériver parce qu'on n'a pas été assez clair sur un certain nombre de compétences en termes de changement individuel ou collectif, voire de responsabilité. Le questionnement sur les 5 métacompétences telles que proposées ici, on est bien d'accord que c'est un pense-bête. Très rapidement, dès que vous aurez utilisé cela, vous aurez perdu ce document. Vous allez le faire naturellement, implicitement, sans vous reposer toutes ces questions. Et donc ce n'est que le problème, ceci n'est utile qu'au début, pour défricher, pour vous fixer un certain nombre d'éléments. Quand on maîtrise une compétence, on la mobilise derrière. On est compétent quand on mobilise une compétence. Donc, que s'est passé dans un domaine relativement implicite. Mais comme on est formateur, il nous faudra expliciter ce qui est derrière. C'est le rôle des différentes capsules vidéo sur chacune des 5 métacompétences. Attention, quand on présentera les capsules vidéo sur les 5 métacompétences, elles seront isolées. Alors que justement, vous avez vu aujourd'hui qu'elles ne peuvent pas être isolées. Plus tard, vous verrez la décomposition de ces compétences en critères et en indicateurs avec les avantages respectifs. Une remarque importante, les compétences sont des objectifs, ce ne sont pas des finalités. On n'a pas fait ici un référentiel de compétences, on a donné à voir des compétences qui sont nécessaires. Les compétences sont donc des moyens, ce ne sont absolument pas des objectifs cochés, des croix en face des compétences. Donc ce sont les moyens pour atteindre des objectifs éducatifs. Ce qui importe maintenant, et ce sera l'objet d'une autre capsule vidéo, c'est comment je vais pouvoir créer les conditions pour effectivement voir si la compétence de l'intégration des valeurs dans le projet ou du pilotage collectif sont réellement maîtrisés par les gens du groupe que je suis censé piloter. Voilà donc une capsule qui vous permet de faire la différence entre méta et macro, de vous montrer que les 5 métacompétences sont indissociables, qu'elles sont toutes centrées sur l'action, que cette action, elle est déterminée par des enjeux éducatifs,
qu'on peut se faire un parcours personnalisé, adapté à notre public, à notre niveau au temps, que les outils présentés ici, pour rébarbatifs qu'ils soient, ne sont que des pense-bêtes, c'est des trucs qu'on lit quand on a oublié. Et nous verrons plus loin ces décompositions, critères, indicateurs, objectifs moyens et enfin les conditions pour être capable de former en compétences. Je vous remercie de votre attention, à la prochaine fois.